Qui est très sensible. Il rejoint une partie de l'actualité. Récemment, il y a eu un coup d'État en Guinée. On a vu tout de suite que c'était un ancien légionnaire français. Il se pose effectivement la question de l'expertise militaire. À l'époque de Marcus Garvey, il s'appuyait notamment sur le fait que les Noirs américains ont participé à toutes les guerres menées par les États-Unis. Ils ont donc un savoir-faire militaire qui a été récupéré par AFRICOM, c'est-à-dire le commandement militaire américain pour l'Afrique, qui s'appuyait sur les Noirs. D'ailleurs, le premier général de l'AFRICOM était un Noir américain. Et souvent, les ambassades américaines utilisent des conseillers noirs sur les volets diplomatiques et militaires. Et cette question de l'expertise, de l'expérience militaire et géostratégique de la diaspora, elle me semble fondamentale, elle me semble très importante. Il y a des pays qui ont une histoire particulière, une histoire très controversée, une histoire très problématique, qui développe un peu ce volet de la diaspora. L'Afrique du Sud l'a fait dans le cadre de la lutte contre l'apartheid. D'autres pays l'ont fait, je ne vais pas les citer ici. Et il me semble aujourd'hui important, vu le contexte sécuritaire qui se pose en Afrique, qu'il y ait cette réflexion qui soit posée pour ne pas être constamment dans l'idée que ce sont des mercenaires russes, chinois ou de je ne sais quel pays qui viendront former ou accompagner les forces de défense africaines. Et donc la question militaire, je pense qu'il est important que la diaspora se la pose aussi d'une certaine manière et que, en lien aussi avec les problématiques sécuritaires du continent, on puisse, je dirais, en faire un espace privilégié, un espace sécurisé de nos débats et de nos échanges. Donc c'est quelques-uns des éléments que je vais vraiment apporter en termes de réflexion. En termes de perspective, nous sommes dans la décennie 2015-2024 qui est présentée par les Nations Unies comme la décennie des personnes d'ascendance africaine. Donc il reste très peu de temps avant que cette décennie ne se termine. L'année dernière, l'Union africaine, via le Togo, a validé le principe d'une décennie des personnes de racines africaines. Et donc, moi, à un certain niveau, je suis en train de travailler sur ces doubles projets pour voir en fait comment les coordonner et comment aussi développer des politiques publiques et des diplomaties, y compris culturelles, qui pourraient permettre, je dirais, d'inclure tout ce que j'ai évoqué dans ma présentation dans le cadre de programmes. Ça peut être des programmes d'échange étudiants, Afrique Diaspora, parce que c'est un volet qui me semble très important. Et quand je dis diaspora, je dis la diaspora à la fois à l'extérieur du continent africain, mais aussi la diaspora à l'intérieur du continent africain. Il existe une diaspora ouest-africaine en Afrique centrale et inversement. Et il est important que ces diasporas-là puissent aussi, à l'intérieur du continent africain, circuler pour panafricaniser le continent africain. Un autre élément, c'est, je dirais, tout ce qui est relatif au principe de service civique, service citoyen, voire même service militaire. Rejoindre un peu la vision de Thomas Sankara qui disait qu'un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Comment inscrire cette formule dans une réflexion sur la formation patriotique de la diaspora et du continent sur des formes de service militaire qui ne sont pas que uniquement comment on apprend à tirer avec une kalachnikov. Ce qui permettrait d'avoir des armées véritablement républicaines, patriotiques et panafricaines, à travers justement ce type de programme de formation pilote qui serait pensé par nous et pour nous, plutôt que les programmes de formation pensés par l'Union européenne, par le département d'État ou par je ne sais quel autre officier. Un autre élément sur lequel également je travaille, avec une personnalité qui a aussi une certaine expérience de ces questions-là, c'est d'aller non pas vers ce qu'on appelle des conférences de réconciliation, mais plutôt vers des conférences de conciliation. Parce qu'avant de parler de réconciliation, il est important de nous concilier, c'est-à-dire de nous mettre d'accord sur les termes du contrat, sur les termes des enjeux que nous voulons poser sur la table par rapport aux relations entre l'Afrique et sa diaspora. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, de se redévelopper. Au début du mois de septembre, vous avez eu le premier sommet entre l'Union africaine et la CARICOM, c'est les États de la Caraïbe.
La dynamique est plutôt portée par le Kenya, en lien avec aussi la Barbade. On voit que les pays anglophones, sur ces questions-là, ils sont beaucoup plus avancés. Parce que même si ce sont des pays qui sont encore soumis au néocolonialisme, ils ont moins de dépendance que les pays francophones qui ont subi l'assimilation, l'aliénation via leurs élites et qui surtout sont l'objet d'un panafricanisme frelaté. Alors que du point de vue des pays anglophones, comme une grande partie de la littérature sur le panafricanisme est généralement en anglais, ils ont plus facilement directement accès, je dirais, à la source même de cette idéologie politique et de ces perspectives économiques. Et donc il est important que nous arrivions aussi à croiser les diasporas au-delà, je dirais, des barrières linguistiques. Donc travailler la traduction et aussi travailler, je dirais, le rapport à l'endogénéité en s'appuyant évidemment sur les langues locales, sur les langues africaines, pour arriver, je dirais, à réinscrire ce lien, cette réorientation des actions et des volontés de la diaspora dans le cadre de la Renaissance africaine, tel que l'a notamment théorisé Cheranta Diop. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses en résumé. Après on pourrait développer plusieurs pistes, plusieurs points, mais en tout cas c'est un peu comme ça que je voulais introduire ce panel et cette réflexion. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour... J'ai envie de dire cette leçon inaugurale. C'est digne d'une leçon inaugurale, franchement. On a été épatés, on a beaucoup appris, on a aimé écouter surtout la densité de la réflexion. Et on n'a pas été surpris à the end of the day. Pour ceux qui suivent la plupart du temps et écoutent le docteur, on se rend compte à chaque fois que la réflexion est de haute facture. Merci beaucoup pour cette communication. Donc, si vous me le permettez, je vais faire un petit rappel du thème et revenir faire un petit commentaire et surtout un résumé très vite avant de faire circuler la parole. Alors, le thème, comme vous l'avez noté bien entendu, c'est l'Afrique et ses diasporas. Et ces diasporas à tout son sens, je pense qu'on a trouvé un argumentaire qui justifie cela. La reconnexion des liens et les collaborations. Et il est question de faire l'état des lieux. Alors, le docteur Hamzat a commencé par souligner le sommet Afrique-France qui est en train de se passer et la question de la légitimité de la diaspora, surtout la position de la diaspora en tant que où est-ce qu'elle se situe, où est-ce qu'elle devrait se situer. Aussi, je pense qu'on a aussi eu des éléments de réflexion sur Edward Blyden, sur Booker T. Washington et sur Marcus Garvey aussi. Je rappelle aussi, comme il l'a si bien dit, que Booker T. Washington a créé l'un des premiers instituts d'entrepreneuriat aux États-Unis, qu'il a appelé le Tuskegee Institute, et qui a fait la promotion de l'entrepreneuriat juste après la fin de la guerre civile aux États-Unis entre 1860 et 1865. Donc il a fait un travail exceptionnel sur la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la communauté afro-américaine. Et j'ai souri, j'étais heureux d'entendre un mot, la Sénégambie. J'irai plus loin, un concept, ça va au-delà d'un mot. Quand il a parlé de la Sénégambie, bien entendu, on retrouve cela dans la littérature du professeur Boubacar Bari, qui parle de la grande Sénégambie, qui dépasse le Sénégal et la Gambie. Mais dans la Sénégambie, la grande Sénégambie, on a une partie de la Mauritanie, du Mali, Sierra Leone, Libéria, comme le professeur l'a si bien dit. Voilà, donc cela nous donne surtout des éléments de réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait sortir de Berlin. La territorialisation, la décolonisation de la territorialisation en tant que telle. Parce que quand on réfléchit la plupart du temps, on réfléchit à partir de Berlin. Alors ça, je pense que c'est l'occasion d'aller au-delà en termes de réflexion. Il a aussi parlé de la dimension économique de la diaspora, sa contribution en tant que telle non négligeable, et aussi à donner des éléments de réflexion surtout. The Year of Return, comme cela a été baptisé au Ghana en 2019, 1619,
on a eu les premières déportations, plus ou moins, dans la colonie de Virginie. Et 2019, donc 400 ans, le président avait lancé The Year of Return. Et je me rappelle, on avait fait un panel au Centre de recherche ouest-africain et j'avais même écrit un article sur cela, The Homecoming of African Americans and the African Diaspora. Et c'est toujours d'actualité aussi parce que c'était le processus, mais ça continue toujours. C'est aussi un élément essentiel. Il a aussi parlé du cas du Libéria avec le retour des Afro-Américains et les indigènes, passez-moi l'expression. Et cette condescendance-là qu'on a noté qui a fait que le projet après n'a pas donné l'effet escompté, ça aussi c'est à prendre en compte dans la projection futuriste qu'on aura à faire. Kourouma aussi, c'est toujours une grande fierté d'entendre le nom Kourouma dans le cadre du panafricanisme. Parce que comme il a dit, il a fait un travail exceptionnel dans le panafricanisme et surtout à écrire. J'aime bien cette dualité entre la suite logique qu'il y a eu entre Marcus Garvey et W.E.B. Du Bois. Garvey qui a été plus ou moins mobilisateur, entre guillemets, un homme de terrain qui savait mobiliser, et un peu plus tard W.E.B. Du Bois en tant qu'universitaire, en tant que théoricien, qui a su penser surtout cette question-là. Et pour moi, c'est cela. Il faut avoir ces deux entités-là. Des gens qui pensent surtout, qui vont conceptualiser, mais aussi des gens qui vont être sur le terrain pour faire avancer les choses. Ça va le faire. L'autre aspect, les chambres de commerce aussi, on devrait avoir les forums Afrique Diaspora, les chambres de commerce de la diaspora. J'adore le concept. Ça, si on arrive à mettre cela en compte, je travaille sur la question de l'entrepreneuriat dans la communauté afro-américaine. J'écris ma thèse sur cela et je me suis rendu compte que l'une des plus anciennes chambres de commerce aux États-Unis a été créée par les Afro-Américains. C'est toujours des informations qu'on ne nous donne pas, malheureusement, et qui sont toujours très importantes à prendre. L'aspect militaire aussi avec Frantz Fanon, surtout, et tout ce qu'il a eu à faire, et la production, surtout qu'il a eu à faire. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu quelque part que Fanon a voulu à un moment donné prendre la nationalité sénégalaise, venir au Sénégal, et que cela n'a pas été possible. Il y a un professeur qui a dit cela, un sociologue dans une conférence. Je n'ai jamais vu les sources jusque-là. Je me suis demandé c'était à quelle période, à quel moment. Voilà. Et cela a été mentionné. Donc, si c'est vrai, ça, vraiment c'est une grande perte pour nous. Et après, comme le professeur, directement ou indirectement, il a eu à être sur le terrain au Congo surtout et à faire un travail surtout bien financé. Voilà, c'est cela qui a été développé. Il a terminé aussi par l'aspect endogène, surtout les savoirs endogènes. Comment est-ce qu'après la collaboration entre les diasporas et l'Afrique en tant que telle, comment est-ce que les diasporas vont réfléchir à contextualiser les savoirs techniques et à les concilier avec les savoirs endogènes, les connaissances ancestrales, comme on les appelle autrement. Aussi, c'est une importance capitale. Voilà entre autres ce qu'on a retenu, bien entendu, de ce qui a été développé, c'est beaucoup plus dense que cela. On va maintenant passer la parole au public, parce que comme on l'a dit au début, ça serait sous forme de communication. Donc l'échange, surtout les questions, les contributions. Voilà. Peut-être j'aurai une question avant cela, je donne la parole, comme ça après je vais te poser la question. Ou je pose directement la question, comme ça Hamza va noter et après je donne la parole. Alors ma question c'est liée à la question de la valorisation. Sur l'aspect du retour, par exemple, W.E.B. Du Bois, à un moment donné, il est revenu en Afrique, particulièrement au Ghana, si je ne me trompe pas. Qui le sait? Est-ce qu'on le sait, nous autres? Oui, non, mais minoritairement peut-être. Kwame Touré, Stokely Michael, qui fait partie des fondateurs du Black Panther Party, qui a changé son nom en Kwame Touré. Et je tiens à préciser que le film Black Panther avec T'Challa
son costume a été inspiré de Kwame Touré. Kwame Touré, il est mort en Guinée. Est-ce qu'on le sait? Pas forcément. Donc moi, ma question, c'est la question de la valorisation. Est-ce qu'à un moment donné, les diasporas, les anciennes diasporas surtout, n'ont pas plus ou moins cette appréhension-là, ne pensent pas que s'ils reviennent, ils ne seront pas valorisés. Et si on revisite un peu le cas de W.E.B. Du Bois ou de Kwame Touré, ce qui pourrait être un frein aux différentes connexions qu'on pourrait établir entre les deux communautés. Alors, je passe la parole au frère avant de... C'est bon, hein? D'accord. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que, oui, on prend un lot de 5 personnes, on laisse le temps au professeur de répondre, après on prend un lot. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Merci à tous les représentants de ce festival, surtout Deep Africa. Avant de commencer, je veux d'abord prendre l'ovation véritablement du professeur Amour.